messieurs, bonsoir. Ici Michel Pilote. Bienvenue à Parole à l'élu. Cette semaine, mes invités, le maire de la municipalité de l'Ange-Gardien, M. Robert Goulet, mais tout d'abord, le conseiller du district de Buckingham, Maxime Pedneau-Jobin. Bonsoir, M. Jobin. Bonsoir. Évidemment, on a plein de sujets à discuter aujourd'hui, mais vous avez publié dans votre bulletin de quartier, bon, le dernier dollar de Buckingham, il reste 150 000 là, suite à la fusion de Gatineau dans la cagnotte de l'ancien Buckingham. Ouais. Et vous voulez consulter un petit peu la population à savoir comment utiliser cet argent-là. D'abord, c'est une grande primeur que vous avez parce que le bulletin de quartier n'est même pas distribué. Mais c'est dans le cadre de mes rencontres de quartier que je fais chaque année. Là, j'en ai deux qui s'en viennent, une en anglais, une en français. En anglais, le 22 octobre et en français, le 25 octobre, toujours à l'ancien hôtel de ville à 7 heures. Est-ce que j'ai le goût? Non, la loi, ce qu'elle affirme, c'est que c'est les élus des anciennes villes, qui représentent le territoire des anciennes villes, qui déterminent l'allocation de ces budgets-là. Moi, je n'ai pas touché à ça. Bien, Mme Moule y avait touché pour l'accès au parc McLaren. Oui. Moi, j'ai donné un montant au centre nautique, mais là, c'est le dernier 150 000 puis moi, je me suis dit qu'avant de le dépenser, ça serait... Surtout que c'est une somme qui n'est pas très grande, là, on ne peut pas faire une rue, là, mais qui n'est pas petite non plus. Donc, c'est un montant intéressant pour faire quelque chose, mais je me suis dit qu'avant moi, j'ai des idées, mais avant de les mettre sur la table, je trouvais ça intéressant d'entendre ce que les gens avaient à dire. Parce que ça a quelque chose de très symbolique puis très important là, pour tous les gens qui étaient attachés, qui sont encore attachés à leur communauté qui s'appelle Buckingham, mais aussi à l'ancienne ville. Il y a quelque chose de symbolique à dépenser cet argent-là. Donc, j'imagine que non seulement les citoyens, mais il va sûrement y avoir des organismes communautaires qui vont aller se présenter et qui vont essayer de vous donner des façons, là, si on veut, d'utiliser ce 150 000 $. Oui, je le sais que puis c'est toujours un peu dangereux quand on fait quelque chose comme ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont déçus à la fin parce qu'on ne peut pas choisir toutes les idées. Mais en même temps, je trouve ça intéressant. Moi, l'espèce de cadre que je voudrais définir, puis les gens, je pourrais les entendre là-dessus, c'est que pour moi, ça serait important de s'en servir pour l'histoire, pour faire vivre l'histoire de Buckingham. On pourrait décider de faire un bout de trottoir ou, je ne sais pas, de le mettre dans la dette ou quelque chose comme ça, mais étant donné que c'est d'argent qui a une importance symbolique, là, il me semble que ça serait intéressant. Puis c'est là où, dans mon bulletin, je mets un certain nombre d'exemples que j'ai entendus. L'Ange Gardien vient de faire un livre sur les familles de l'Ange Gardien. C'est une idée. On pourrait faire un site Internet, puis ça fait longtemps qu'il y a des gens qui pensent à ça, où on mettrait en valeur nos cimetières, puis qui est dedans, puis ça permettrait aux familles d'écrire un peu l'histoire de leur grand-père, de leur grand-mère, là, mais sur le site, un peu sous la forme Wikipédia. Fait qu'il y a toutes sortes d'idées comme ça qui Donc, vous allez entendre les citoyens, vous allez entendre les différents organismes. En bout de compte, c'est vous qui allez avoir le choix final, si on veut? Légalement, oui. Ouais. Moi, ce que j'ai le goût de faire, c'est de créer une espèce de comité, là, que des gens analysent les projets, me fassent une espèce de rapport, qu'on fasse une démarche. On n'est pas pressé. Moi, je ne veux pas jeter cet argent-là par les fenêtres. En même temps, il faut que ça se dépense. Mais j'aimerais ça que ça soit plus collectif que juste moi qui décide à la fin, là. Donc, un comité qui ferait une certaine démarche avec la communauté. Et pour les citoyens, on peut rappeler la date de vos deux rencontres? Le lundi 22 et jeudi 25 octobre. Le lundi, c'est en anglais. Le jeudi, évidemment, les gens peuvent venir aux deux, là, mais la langue de communication, c'est l'anglais le lundi, puis le jeudi en français. Et ça se passe au centre de service, à l'ancien hôtel de ville, comme on le connaît encore ici dans le secteur. Évidemment, j'aimerais qu'on revienne sur ce qui fait l'actualité, de par les temps qui courent, la commission Charbonneau sur la corruption. On sait que, comme toutes les villes de 50 000 habitants et plus, Gatineau a dû envoyer une copie des contrats qui a accordé de plus de 50 000 $ qui vont être étudiés par la commission Charbonneau. Et M. le maire qui a dit, qui n'a pas nécessairement peur, qui n'a pas des craintes comme qu'on a pu avoir à Laval, mais vous soutenez que la Ville pourrait être plus proactive dans ce dossier-là. Oui, parce que je veux être prudent. Moi, j'accuse pas nos fonctionnaires d'être malhonnêtes. Là, au contraire, on l'a démontré avec l'asphalte il y a quelques années. Là, on avait senti qu'il y avait quelque chose qui pourrait ressembler à de la collusion. Ils avaient porté plainte au bureau de la concurrence, puis finalement, les prix avaient baissé. Donc, on a une fonction publique qui est vigilante. Mais il y a une différence entre confiance et confiance aveugle. Et c'est là où moi, puis en fait, c'est pas la fonction publique que je vise, moi, c'est l'extérieur. Ouais. Pour moi, c'est à l'extérieur. Puis c'est ça qu'on voit à Montréal.
Oui, il y a de la corruption dans la machine, mais le problème majeur et urgent est à l'extérieur. M. Bureau disait lui-même que dans la dernière année, les contrats, la valeur des contrats avait baissé. Bien, si ça a baissé à Gatineau, ça veut dire que c'était trop haut avant. Là. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont peur. C'est un indice. Ça se peut que ce soit le marché, puis ça se peut que ce soit le hasard, mais disons que moi, je trouverais ça intéressant, puis c'est là où M. Bureau ne semble pas vouloir le faire, mais moi, je vais insister, qu'on fasse une première analyse de l'ensemble des contrats qu'on a donnés, puis commençons par seulement les gros. Là. On ne veut pas faire tout le travail de la Commission Charbonneau, mais la Commission Charbonneau ne fera pas un regard pointu sur Gatineau. Là. Il y en a, et c'est le problème québécois qui regarde. Alors que si nous, on analysait ça, on pourrait voir peut-être des patterns ou des indices de collusion. Là. Par exemple, l'alternance. Si à tous les 3 contrats, c'est le même, là, bien, on peut se poser des questions. Là. Évidemment, la Commission Charbonneau, toujours, qui semble démontrer qu'il y a bel et bien des problèmes de collusion, de corruption dans certains partis politiques. On a vu la semaine dernière là, le maire Gilles Vaillancourt de Laval, l'unité qui est allée, qui a commencé à regarder tous les dossiers. On accuse souvent les partis politiques. Vous venez de créer votre premier parti politique et, bon, de toutes parts, on dit que c'est automatiquement, on va aller, il va y avoir corruption dans le parti. C'est-à-dire, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Puis il y a de l'homme partout. Quand on est un candidat indépendant, on est tout à fait vulnérable par rapport à la corruption. Quand on est dans un parti comme certains, qui durent depuis longtemps, qui ne se sont pas donné des mécanismes de transparence, qui ne jouent pas à livre ouvert comme on fait, il peut y en avoir aussi. Pour moi, la corruption ne vient pas de la structure qu'on se donne. La corruption vient des gens. Et nous, on a fait un pacte, une entente avec la Ligue d'action civique qui veut rassembler tous les partis qui veulent être au-dessus de tout soupçon puis se donner les meilleurs mécanismes pour empêcher l'hommerie. Puis nous, on fait partie de ça. On les rencontre encore cet automne pour qu'on se donne des statuts de partis qui sont solides, mais aussi qu'on se donne des mécanismes à la Ville. Moi, si les gens veulent savoir qui a financé ma campagne, c'est sur mon site Internet depuis le lendemain d'élection. En fait, pas le lendemain, depuis le moment où je l'ai su, où j'ai eu une liste finale, je l'ai mis sur mon site Internet. Le parti va faire la même chose. C'est la transparence totale. Pour moi, c'est ça qu'il faut faire parce que peu importe la structure qu'on se donne, quand quelqu'un veut profiter du système, il y en a tout le temps qui vont s'essayer. Fait qu'il faut se donner des mécanismes pour contrer ça, mais où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Puis il y a des partis politiques qui ont fait des choses extraordinaires pour l'assainissement des finances publiques, pour le financement des partis politiques, il y en a des bons puis il y en a des pas bons, c'est comme dans n'importe quoi. Alors, ce qu'on va espérer, M. Penneau-Jobin, c'est qu'Action Gatineau fasse vraiment partie des bons à long terme, parce que c'est sûr que quand on décide de créer un parti, on a les meilleures idées du monde, mais on va souhaiter qu'à long terme, cette même idée-là reste... c'est ça le danger, ouais, qu'on s'endorme. Tout à fait. La Ville de Gatineau qui a présenté la semaine dernière un guide pour les immigrants qui voudraient se partir en affaires, et c'est tout à fait unique au Québec. Oui. Oui, puis c'est unique. Nous, on a déjà à peu près 1000 immigrants sur 8000 entreprises, si mes chiffres sont exacts. Et on est un des principaux pôles d'immigration au Québec. Et en plus, on a un problème d'entrepreneuriat. Ouais. On n'a pas une grande culture, on manque d'entrepreneurs. Disons que c'est plus facile, on rêve plus à travailler au fédéral ou dans la fonction publique en général que de se lancer en affaires. Puis ça, c'est un problème dans l'Outaouais. Fait que ce guide-là sert à aider les nouveaux arrivants dans chacune des démarches qu'ils veulent entreprendre. Et je pense que la Ville a fait attention de ne pas recréer les mêmes erreurs que dans le guide. Je ne me souviens plus du nom du guide à ce moment-là. Plusieurs personnes l'ont d'ailleurs oublié. Mais c'est qu'on a travaillé là, avec les organisations, un peu plus proche des organisations, plus proche des immigrants eux-mêmes, pour que ça soit... on ne se compte pas de mentir, on sache qu'il y a des différences puis qu'on doit apprivoiser ces différences-là, mais qu'en même temps, on exprime ça ensemble dans des mots qui conviennent à tout le monde. Le maire Marc Bureau qui a rencontré la semaine dernière, en fait, le ministre responsable de l'Outaouais, Stéphane Bergeron. Évidemment, c'est une rencontre informelle. Mais vous, comme chef d'Action Gatineau, quels sont les grands dossiers que vous souhaiteriez que Québec discute de façon urgente, presque, si on veut? Bien, il y en a beaucoup, mais je réduirais ça à 2
un très local, bien plus local, puis un qui est régional. Le premier, c'est le terrain synthétique ici à Buckingham. Moi, je pense qu'il faut qu'on mette ça sur la carte avec le nouveau gouvernement. C'est sûr que je parle pour ma paroisse. Pour Gatineau, en fait, il y a deux choses. Il y en a un qui est un projet précis, c'est le prolongement du Rapibus vers Lorrain. Ça, pour moi, c'est important. M. McMillan nous disait que c'était dans la machine puis que ça augurait bien. Là. On devrait l'avoir, mais ça aussi, il faut le réactiver. Et rapidement, parce que c'est des travaux qui sont importants pour tout l'Est. Ouais. Mais je dirais que plus globalement, parce que oui, on a des projets, là, mais la Ville en général a des problèmes majeurs, notamment au niveau fiscal. Puis là, Mme Marois a fait, tant qu'à moi, une déclaration intéressante, là, qu'elle allait aller de l'avant avec ce qu'elle appelle sa loi cadre sur les municipalités, où là, on va revoir la fiscalité des villes. Et ça, pour moi, là, même avant nos projets locaux, là, c'est l'urgence nationale. Il y a une limite à ce qu'on peut faire avec l'impôt foncier. On est obligé de l'augmenter chaque année. Je ne vais pas compter de mensonges aux gens, là, ça va augmenter encore cette année. Sauf qu'il y a une limite à ce qu'on peut faire. Même le rattrapage aux infrastructures qu'on fait faire à même l'impôt foncier, c'est énormément d'argent dont on a besoin. Puis sans Québec, on n'y arrivera pas. Puis ce pacte-là, cette loi cadre-là devrait répondre à ça. Moi, il y a un chiffre que tout le monde devrait connaître par cœur dans le monde municipal, c'est que 60 des infrastructures au Québec sont gérées par les villes et les villes reçoivent 8 des impôts et taxes. Ça ne marche pas, là. La mathématique est assez simple, là. La ville ne peut pas arriver. C'est pour ça qu'on finit par couper des bibliothèques pour faire des trottoirs, ce qui, tant qu'à moi, n'a pas de bon sens. Une façon peut-être là, de réduire un petit peu notre compte de taxes, c'est avec le recyclage. On a appris là, que la Ville a revu son entente avec Tricentris et que le tarif va être réduit à environ 8 par tonne métrique plutôt que 25 comme on paye actuellement. Oui, puis ça, c'est assez fantastique parce que c'est un cercle vertueux. C'est que plus on recycle, moins on paye. On est passé de 25 la tonne à 8 puis si on recycle beaucoup cette année, on pourrait descendre à 7,39 Voilà. Donc ça, pour moi, c'était extrêmement intéressant. C'est un beau succès de Gatineau, ce recyclage. Et que Gatineau fasse partie intégrante là, de l'organisme Tricentris, c'est aussi une bonne nouvelle parce qu'on va être en mesure là, de prendre des décisions et d'être... Absolument. Je pense que c'est un bon modèle qui a été choisi. Et en terminant, le 13 octobre, donc en fin de semaine, ce samedi, en fait, on trie c'est la cueillette de résidus domestiques dangereux. Oui, de 9h à 15h au garage municipal sur la rue Charles. C'est un moment, ça n'arrive pas souvent dans l'année, il faut en profiter, aller porter les produits dangereux là-bas. La liste des produits dangereux est sur le site Internet de la Ville. Monsieur Paquenot-Jobin, merci infiniment. On va vous souhaiter une bonne fin de journée. Ça fait plaisir à vous aussi. Et c'est le conseil municipal ce soir, donc bon conseil municipal. Alors, on se revoit après la pause avec le maire de la municipalité de Lange-Gardien, monsieur Robert Goulet. Personne ne dirait ça. Alors pourquoi le dit-on à propos des gens qui souffrent de dépression? Tout comme le cancer, la dépression est une maladie. Une vraie maladie. On est de retour à Parole à l'élu et cette fois-ci, mon invité, le maire de la municipalité de Lange-Gardien, M. Robert Goulet. M. Robert Goulet, bonsoir. Bonsoir. D'abord, permettez-moi de vous souhaiter, au nom de la part de toute l'équipe et de tous nos téléspectateurs, nos plus sincères condoléances. Votre belle-maman qui est décédée la semaine dernière, Madeleine Poulain-Dionne, donc nos sympathies de la part de toute l'équipe ici. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on commence tout de suite par parler de ce qui s'est passé, en fait, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, l'inauguration officielle de votre nouvelle mairie, de votre nouvelle caserne de pompiers. Franc succès. Oui, vendredi, le 21 septembre dernier,
plus de 200 personnes, citoyens, se sont présentés à la MRC et ont profité de l'occasion pour visiter les nouvelles installations de la mairie, visiter la nouvelle caserne et également on a représenté notre nouveau camion d'incendie qui servira à la protection de l'ensemble de la municipalité, mais plus particulièrement de la portion Est maintenant qui est en plein développement où on a des besoins un peu plus criants. Alors, ce fut vraiment une rencontre intéressante où les citoyens ont posé beaucoup de questions. Ces gens-là se sont dit absolument estomaqués par la beauté des lieux, l'apparence, mais également, au-delà de ça, il y a je cherche mon mot, là, l'aspect pratique du développement de l'édifice. Et il est évident qu'on est bien sûr, on est bien fiers de tout ça. Et comme j'ai dit dans mon discours, bien, ce qui est intéressant pour les citoyens également, c'est que ce projet-là rencontre exactement, à tout point de vue, ce que nous avions planifié. Et le plus intéressant, c'est que c'est resté à l'intérieur du budget qu'on avait planifié. C'est pas fréquent là, dans le monde de la construction de nos jours? Non, il ne semble pas avec ce qu'on entend vers les temps qui courent. Cependant, je vais lever mon chapeau et féliciter nos employés et même les employés à temps partiel qu'on avait engagés pour superviser les travaux. Ils ont fait un travail extraordinaire. C'est pas facile de travailler dans un contrat de cette envergure-là. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire. Malgré tout ça, notre relation était bonne avec nos contracteurs et on a bien réussi. Et les fonctionnaires, d'ailleurs, qui occupent ces locaux-là depuis le mois de juin, donc vos bureaux sont maintenant situés là. Oui. Après quelques mois, comment l'occupation de la mairie s'effectue pour les fonctionnaires? C'était un petit peu drôle au début parce que les gens se sentaient perdus. On était habitués dans un édifice exigu où tout était prêt, les gens étaient près l'une de l'autre, on se parlait là, sans trop de difficultés. Il y a eu une période d'adaptation. Les gens étaient un peu plus confinés dans leur spécialité, dans leur coin. Et ils ont trouvé aussi qu'il y avait beaucoup de marche. Alors, à défaut des encourager à ne pas se plaindre, moi, je les félicitais pour l'exercice physique qu'ils faisaient à chaque. C'était vraiment au bénéfice de leur santé. Et aujourd'hui, tous sont rentrés tout est rentré dans l'ordre, dans le sens où ils se sentent très confortables. Ils ont de l'espace, leurs choses ne sont pas pilées les unes sur les autres. Il y a beaucoup d'espace et les gens sont très heureux de l'environnement dans lequel ils vivent actuellement. Et ce qui est intéressant quand on regarde un petit peu cet édifice-là, c'est que oui, c'est beau, c'est moderne, c'est très éclairé aussi, et vous avez une salle multifonctionnelle là, que les citoyens peuvent... En fait, on peut la louer, on peut l'emprunter pour différents... Oui, absolument. On invite tous les organismes locaux qui sont intéressés à utiliser la salle ou les salles de conférence. Vous êtes les bienvenus. Et pour ce qui est dans certains cas, il pourrait y avoir une charge minimale, mais dans beaucoup de cas, ce sera gratuit là, pour les groupes sociaux, ces choses-là. Et vous avez profité de l'inauguration justement pour lancer 2 livres, 2 projets très intéressants. Dans un premier temps, l'histoire des familles de l'Ange Gardien. Vous en avez d'ailleurs une copie ici. C'était créé par un collectif, des gens là, qui voulaient faire connaître l'histoire de leur famille. Oui, on a 40 familles en fait qui sont décrites dans ce volume. Et ça a été écrit par les 40 membres de ces familles-là qui ont fait partie du comité. Alors, 40 personnes, plus 3 employés de la municipalité qui ont participé à la réaction de l'aspect administratif de la chose et tout ça. Alors, c'est un beau succès. C'est vraiment quelque chose qui, moi, je dirais, où il y a une source d'information et de fierté pour nos anciens résidents, les gens qui sont des descendants de ces familles-là, qui vont se retrouver, qui vont lire avec beaucoup de satisfaction des choses qui sont quand même pour eux importantes et souvent drôles. Et pour les nouveaux arrivants dont je suis depuis une douzaine d'années, ça m'a permis de découvrir un peu l'histoire de l'Ange Gardien, comment ces familles-là sont développées. Lorsqu'on entend des noms, on voit des noms de rues, des noms de chemins, on se demande tout le temps où est l'origine, on le retrouve dans ce volume-là. Alors, c'est un volume qui est pas mal extraordinaire, qui est bien rédigé, qui est bien fait, qui comporte beaucoup de photographies de familles qui datent de 50, 75 ans, où les gens d'aujourd'hui étaient des enfants de 3, 4 ou 5 ans qu'on voit au mariage de mon oncle et ma tante.
rentrent avec leurs parents et tout ça. Alors, c'est vraiment extraordinaire. Les gens vont se reconnaître dans ça. Et le livre est déjà en vente. J'imagine qu'on peut Absolument. se procurer là, ici à la Oui, librairie. oui. On l'a actuellement à la municipalité et il sera à la librairie aussi, éventuellement. Et un autre volume, vous êtes allé chercher l'historien Pierre-Louis Lapointe pour écrire un petit peu l'histoire de la municipalité. Et c'est particulier parce qu'on sait que l'Ange-Gardien, c'est une municipalité neuve. On parle de 1980, mais on va beaucoup plus loin là, dans l'histoire de M. Lapointe. Oui, l'histoire de M. Lapointe remonte au développement de la Basse-Lièvre, qui inclut ce qui est connu aujourd'hui comme étant le territoire de l'Ange-Gardien le long de la rivière et des alentours. Alors, il est évident que ce livre-là ne peut pas porter que sur l'Ange-Gardien. C'est le développement global de la rivière de la Blanche. J'ai lu ce volume-là avec une passion. Moi, je l'ai dévoré en quelques jours. Pour moi, ça a été une découverte, tout ce qui s'est passé durant ces 125 années d'histoire. On parle de 1825 à 2012. En fait, c'est plus que 125 ans. Alors, Monsieur Lapointe nous a fait un travail extraordinaire. Bon, on connaît son talent d'écrivain et également d'historien. Alors, ses recherches sont vraiment à point. Et ça touche plusieurs segments de cette époque-là, que ce soit les familles, que ce soit les religions, les ethnies qui ont demeuré sur le territoire, les commissions scolaires, comment ça s'est développé, tout ça. Et finalement, on se rend compte, on voit certaines ethnies qui se sont, je dirais pas entièrement éteintes, mais qui sont disparues au détriment d'autres. Alors, la relève a été faite par d'autres personnes, d'autres arrivants. Alors, c'est vraiment un livre qu'il faut voir, il faut lire. Encore là, qui comporte beaucoup de photographies qui sont drôlement intéressantes. Et j'imagine que même les gens d'un petit peu partout dans la Basse-Lièvre, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, on ne parle pas que de l'Ange-Gardien, on va pouvoir y trouver notre compte. Oui, absolument. La semaine dernière, vous avez présenté au conseil municipal certaines statistiques, entre autres en ce qui concerne la sécurité publique. Oui. Et encore une fois, les premiers répondants qui ont été très occupés l'année dernière. Très occupés. Les chiffres ne mentent pas. En fait, je dois dire qu'on est heureux de voir qu'il y a une certaine stabilité, parce qu'on est environ à un appel près ce qu'on a connu l'an dernier à pareille date. Alors, je dis, on est heureux parce que ça veut dire qu'on a eu moins de gens blessés ou malades. Et heureux également parce que ça donne une chance à nos gens de souffler, parce que ce programme-là, depuis les 4 dernières années, a subi une croissance fulgurante, alors énormément d'appels. Alors, chapeau encore à nos premiers répondants qui, dans l'ensemble, sont nos pompiers volontaires, et également quelques individus qui ne sont pas pompiers, mais qui ont joint les rangs des premiers répondants, qui avaient une connaissance dans le domaine. Alors, ce sont des gens qui sont très dévoués et puis qui mettent beaucoup de temps et beaucoup de professionnalisme aussi dans ce qu'ils font. Alors, c'est régulier maintenant qu'on reçoit des appels des gens qui nous font des témoignages sur les services qu'ils ont requis, qu'ils ont reçus, et certains autres qui nous disent, lors justement de l'ouverture, il y a un monsieur qui est venu me voir pour nous féliciter et dire, ces gens-là m'ont sauvé la vie, j'ai fait un attaque cardiaque, et s'ils n'avaient pas été là en temps pour toutes les procédures nécessaires, l'ambulance est arrivée un peu tard, je serais probablement plus ici aujourd'hui. Alors, on a de plus en plus ces témoignages-là. C'est difficile de dire on a sauvé une vie, mais on peut présumer qu'on était proche en diable. Et est-ce qu'on peut déjà dire, après quelques mois déjà, que la nouvelle caserne a déjà commencé à porter des fruits du côté est? C'est difficile à juger parce que la nouvelle caserne, selon notre schéma des risques, ce devait être le remplacement de celle que l'on a sur la route 309. Et donc, tout devait se faire là. Alors, au contraire, nous, à la municipalité, on a dit qu'on n'était pas pour priver les gens de la route 309 du côté nord pour ramener la caserne plus à l'est, plus au sud-est. Alors, on a décidé de garder la caserne là-bas avec le camion, et on a acheté un camion additionnel et on a créé cette nouvelle caserne ici. Alors, c'est une répartition finalement des responsabilités. Alors, les statistiques, là, c'est trop jeune encore pour dire on a un gain. On espère ne pas en avoir parce que le nombre d'incendies, il doit diminuer au lieu d'augmenter nécessairement. Évidemment, on va suivre ça de près pour la prochaine année. Par ailleurs, toujours en parlant de sécurité incendie, la municipalité de l'Ange-Gardien qui s'associe et qui présente une pièce de théâtre qui est destinée aux enfants et où on va parler de sécurité incendie. Oui, alors c'est une pièce de théâtre qui a été développée en coopération avec le service d'incendie de Gatineau et la municipalité de l'Ange-Gardien.
Alors, il y a des billets disponibles à notre municipalité gratuitement. Alors, pour les parents avec leurs enfants de 6 à 12 ans, alors ça s'adresse aux enfants sur la façon de se comporter, les mesures d'urgence, etc., etc. Alors, les billets sont à disposition à la municipalité pour le 7 octobre et également pour le 20 octobre. Alors, ceux qui désirent le faire, je pense que c'est une nécessité. Vu que l'occasion se présente, là, de présenter à nos enfants cette pièce de théâtre. Et la pièce de théâtre va avoir lieu à quel endroit? C'est présenté le 7 octobre est à la salle Odyssée de la Maison de la Culture à Gatineau. Et celle du 20 octobre est à la salle Desjardins, Carrefour culturel d'Estacade, ici à Buckingham. Donc, des belles sorties. Et de toute façon, on n'est jamais trop prudent quand on parle d'incendie. Absolument. Un autre dossier, M. Goulet, dont j'aimerais qu'on parle, on en a parlé un petit peu dans le passé, c'est le fameux chemin Belter. Les deux municipalités, la ville de Gatineau, la municipalité de l'Ange-Gardien, qui se disputent un peu, là, si on veut, la propriété du chemin comme tel. Il y a une entente qui a été réalisée avec la ville de Gatineau, en fait, ce printemps, je pense, où c'est l'Ange-Gardien qui fait l'entretien du chemin. Est-ce qu'il y a des développements dans ce dossier-là? Il n'y a pas de développement récent. Il n'y a pas de dispute entre Gatineau et l'Ange-Gardien. Il y a simplement une vision différente parce qu'il y a deux documents. Il y a un document qui nous dit que le chemin, l'assiette du chemin est située sur le territoire de Gatineau. Et Gatineau a en main un autre document qui nous dit qu'en principe, il appartient à l'Ange-Gardien. Alors, on a ces deux documents légaux. On ne s'explique pas comment est-ce qu'on en est venu à ça au niveau de la province, là. Mais il faut régler ce problème-là parce que là, ça devient un peu criant. Il devrait y avoir des argents qui devraient être injectés sur ce chemin-là parce qu'à l'Ange-Gardien, nous avons beaucoup de constructions de notre côté du chemin. Il n'y en a pas du côté de Gatineau. Et puis, c'est la raison pour laquelle nous avons accepté de donner des services d'entretien hiver et été parce qu'on satisfait nos besoins. Alors, on va suivre ça de près, M. Goulet. C'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Parole à l'élu. Merci. Bonne fin de soirée.